Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Hello, salut à tous, salut Microciné. Salut Monsieur Paradis Artificiel. On va parler d'un film anthologique, mythique, mais d'abord on va parler un petit peu de ta chaîne et de ce que tu fais sur YouTube et ce que tu as fait avant. Donc Microciné, tu es une jeune chaîne, ça fait 3 mois, un peu plus de 3 mois. C'est ça, exactement, 3 mois. 3 mois exactement, précisément. Il y a eu le 1er février, mais il y a eu un moment, pendant 15 jours, il n'y a pas eu de publication parce que j'avais attrapé le Covid et puis j'avais aussi eu des gros problèmes techniques. Et donc, ça fait 3 mois précisément qu'elle existe, cette chaîne. Ok. Et donc, tu fais beaucoup d'entretiens, beaucoup de lives sur des thématiques liées au 7e art. Donc, c'est vraiment une chaîne d'entretien que j'affectionne beaucoup. Et donc, tu abordes en fait des sujets complexes de cinéma comme des sujets très simples et toujours avec l'envie de faire découvrir les choses et donc pas un côté élitiste. Et justement, ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup sur tes contenus. Et surtout, donc, tu fais un large spectre d'analyse sur tout un tas de cinéma. Et donc, je te laisse peut-être nous dire un peu. Non, mais tu as résumé l'intention, en tout cas, de cette chaîne qui est, pardon, et qui sera toujours, j'espère, un espace de dialogue. Et le dialogue se fait à deux, au moins. Et à partir du moment où il y a un dialogue, il y a contradiction. Et là, la chaîne arrive à ce moment-là. Il faut qu'il y ait des contradictions. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision, depuis le premier jour, l'existence de cette chaîne, de publier uniquement toujours des vidéos dans lesquelles il y a des dialogues, des contradictions, des conversations. Et pour parler de tous les cinémas, je me refuse de parler seul face à la webcam, parce que je l'ai fait ça pendant plus de 20 ans en tant que critique de cinéma avec mon stylo seul devant mon papier. Là, j'ai envie maintenant de discuter avec d'autres personnes qui, en plus de cela, ces mêmes personnes ont un plus-value, sont spécialistes de quelque chose. Et donc, l'idée est de dialoguer avec eux, de les écouter parler, mais aussi de faire en sorte que n'importe qui peut être sensible à ce qu'ils disent. Et pour moi, ça, c'est primordial. Primordial. Je veux inviter sur cette chaîne, comment dire, toutes les personnes possibles, inimaginables, sans les hiérarchiser. Que cela soit un professeur, un universitaire, un sociologue, un critique de cinéma, un youtubeur, etc., un comédien, un réalisateur. Il n'y a pas de hiérarchie. Ils sont là avec une pensée et cette pensée doit être partagée par tous et être comprise par tous. Moi, je suis là pour faire en sorte que leur pensée puisse être disponible et accessible à tous. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Je suis heureux quand quelqu'un me dit je suis allé regarder un film de Youssef Chahine après que tu aies fait l'interview avec Thierry Jousse. Je suis heureux de cela. Je me dis, ça fonctionne. Donc, c'est l'idée. On me pose souvent la question, pourquoi tu ne fais pas des critiques à chaud? Pourquoi tu ça? Je l'ai souvent expliqué, je m'y refuse, je l'ai fait pendant plus de 20 ans. C'était génial, c'était magnifique. Mais avec ce média qui est YouTube, j'ai décidé finalement de faire ce que tu es en train de faire actuellement, à savoir un dialogue. Et c'est ce que je ferai, c'est ce que je ferai toujours d'ailleurs. En tout cas, c'est très intéressant. Et il y a aussi une série d'entretiens que tu as fait, c'est les Faits Croqués, où tu fais découvrir en fait tous les youtubeurs cinéma.
L'idée était de comprendre un peu dans quel milieu j'allais évoluer. Et pour comprendre ce milieu, il fallait d'abord dialoguer avec les acteurs et actrices de ce milieu. Et y aller avec une curiosité, non pas toute faite, mais qui soit sans cesse renouvelée. Donc quand je discute avec un invité, je suis réellement curieux de ce qu'il va me dire et j'en apprends davantage. Donc, je suis dans cette posture-là. Mais n'importe qui, pour cette émission Fait Croquer, vient me donner un peu de ce qu'il est, de son rapport à l'image. Ça m'intéresse, ça me nourrit. Moi, je suis en train de t'envoyer un double des clés pour venir faire des émissions quand tu veux. Tu devrais le recevoir. Ok, bah écoute, on va parler donc de la thématique de l'entretien. Les entretiens 7e art récréatif, donc c'est les entretiens où on revient sur des films qui parlent de drogue. Là, on est dans le dossier cannabis. Et donc, toi, tu avais à choisir dans une liste un film qui parle de cannabis. Je te laisse annoncer de quel film on va parler. Easy Rider de Monsieur Dennis Hopper. Born to be wild. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Un sacré film. Eh ben, écoute, hein, moi, pour tout te dire, je me le suis re-regardé là aujourd'hui pour être un peu bien dans le truc, quoi. Donc, 1969, C'est ça. voilà, fin des années 60. Donc, un film qui est réalisé par Denis Hooper, avec donc Denis Hooper et Peter Fonda en casting en Riders assez fou, quoi, dans un des premiers road trips. Voilà, quoi. Donc film vraiment incroyable pour moi. Je trouve que allez, là je vais faire le Samir de Megamax. Allez, vends mieux ce film. Allez. C'est la liberté, hein. C'est la définition. T'es pas libre. Je te sens pas libre quand tu le dis. Je te sens pas libre. On n'est pas libre, mais on n'est pas libre. Mais on voudrait l'être. Mais non, c'est dans ce film, il y a cette idée que ils sont sur leur moto et ils vont où ils veulent. Ils savent même pas où ils vont, en fait. Ils vont là, un peu comme une feuille. Non, mais c'est un peu la feuille avec le vent. Elle sait pas trop est-ce qu'elle va s'arrêter. Elle se pose un peu. Il y a un point A et un point B quand même. Oui, je suis d'accord. Il y a une. Ouais. Il y a comment dire, il y a le bout du tunnel et ils savent qu'ils doivent être à cet endroit-là pour le Mardi Gras. Je pense que ça fait quelques temps que je l'ai pas vu. Ouais, c'est la Nouvelle-Orléans pour le carnaval. Ouais. Mais entre le point A et le point B, ils se sont pas dit il faut qu'on fasse ça d'une ligne directe, quoi. On va prendre le temps. Ouais. On va voir qui on va croiser. C'est un peu j'irai dormir chez vous, le mec qui fait les émissions sur la 5. Je sais pas si tu connais. Oui, très très bien. Avec sa caméra qui se filme et qui tu sais pas trop, il sait pas trop où il va, quoi. Bah là, eux, c'est pareil, quoi. Donc, c'est l'histoire de deux bikers qui font un deal de cocaïne au tout début du film. Ouais. Avec Phil Spector. C'est Phil Spector qui envoie le... C'est Phil Spector. Et donc, ils font le deal, ils prennent l'argent, et avec l'argent, ils se disent, bon, voilà, on a notre petit pactole, on va partir à la Nouvelle-Orléans. Et donc, ils sont sur leur moto, et là, ils démarrent, en fait, une balade, quoi. Et une balade où ils vont croiser des hippies, où eux, déjà, ils sont dans un mode où ils aiment profiter de la vie, donc ils boivent ils sont dans les excès, quoi, on va dire. Ils sont déjà dans l'alcool, on le voit au début du film,
ils prennent aussi de la cocaïne, ils fument des joints tout le temps. Enfin, c'est des gens qui sont là pour vraiment euh, abuser des excès, se faire plaisir, en tout cas pour eux. Et donc, ils décident de partir faire leur road trip et ils vont croiser différentes personnes. Samir, qu'est-ce que toi, déjà, qu'est-ce que t'évoques le film Qu'est-ce que quand tu le vois, est-ce que tu as une image particulière qui te revient? Oui, j'en ai une. C'est le premier feu de camp entre Peter Fonda et Dennis Hopper. Et ils ont fumé. Et à un moment, Fonda dit un truc extraordinaire. Pour moi, ce qu'il dit, c'est juste le film. Et d'ailleurs, ça sera même le titre d'un film documentaire remarquable et fascinant de Jean-Baptiste Toré. Là, quoi. C'est Peter Fonda qui dit « We blew it ». C'est très important, hein, « We blew it ». On a merdé. Ouais. On a merdé. On est en 69. Kennedy est mort. Comment est mort Kennedy? Assassiné. Mais on sait qu'il a été assassiné. Tout le monde le sait parce que tout le monde l'a vu. Et tout le monde continue encore de le voir. Parce qu'on a ces images-là, les fameuses images d'Abraham Zapruder, qui nous montrent la mort en direct de Kennedy, la mort en mouvement. Il y a une voiture qui roule comme ça et qui se fait charcuter. Et la voiture continue de rouler. Ça, c'est ce qu'on a appelé la jeunesse du road movie. C'est génial. C'est ça le road movie. C'est ça qui a perpétué, qui a créé le road movie. Parce que les gens, ensuite, ont voulu filmer d'autres personnes en mouvement. Parce que le mouvement peut annoncer aussi la mort. La mort continue de vivre, entre parenthèses, en mouvement. Et ça, c'était juste fascinant. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une pléthore de films qui questionnaient, et c'est pour ça que c'est devenu un genre cinématographique en soi, le road movie, parce que c'est des gens qui sont dans un mouvement et on ne sait pas si ces gens-là sont déjà morts ou vivants quand ils le prennent, ce mouvement. Et puis, il y a aussi l'idée de se réapproprier un territoire qu'on ne connaît pas forcément, qui est celui des États-Unis, qui est immense, qui est en même temps très jeune. Jeune parce que ce pays, parce que c'est un État qui est constitué de plusieurs personnes provenant de plusieurs pays. Et il est extrêmement jeune. Ils n'ont pas trop d'histoire, ces Américains. Ils ont les histoires des autres, mais pas leurs propres histoires. Donc là, il faut qu'ils construisent cette histoire et qu'ils se réapproprient un territoire pour pouvoir construire cette histoire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y en a certains qui pensent être les seuls, mais ils ne sont pas seuls dans ce territoire. Il y en a d'autres qui ont d'autres histoires à raconter, qui sont eux aussi peut-être morts, mais qui ne le savent pas, et qui sont aussi peut-être en mouvement. Et il y a tout cela. Et il y a eu un truc incroyable, c'est que il y a eu les droits civiques au début des années 60, il y a eu la révolution sexuelle, la libération des mœurs, il y a eu Dylan, il y a eu les Jackson 5, il y a eu tout ça. Il y a eu James Dean plus tard, avant, mais quand même qui a répercuté. Pardon? Woodstock. Il y a Woodstock un peu avant. Et les gens y croyaient. Ça ne pouvait pas rater, ça ne pouvait pas partir en couille. Il y avait un truc fascinant qui allait se créer. Et non, ça n'a pas créé. Parce qu'il y a eu après le Vietnam. Donc, we blew it. Nous avons merdé. On a déconné. Voilà ce que dit le film. Ouais. Le film est très noir et très pessimiste. C'est pas un film joyeux. C'est pas un film full track. Non, c'est pas un film joyeux. Et we blew it, Peter Fonda annonce le truc. Il dit we blew it. Nous avons merdé. Donc ça, cette image-là, elle me marque. Et il y en a d'autres, mais cette image-là me marque. Oui. Non, mais c'est je pense, effectivement, la phrase, en tout cas, que moi, là, en faisant des recherches, j'ai revu le plus souvent sortir, parce que on a merdé, il donne, en plus, une profondeur au personnage de Peter Fonda, c'est Capitaine America, quoi. Enfin, je veux dire, dans ce film, il a un charisme. Il est là avec son manteau en cuir, son drapeau américain. Enfin, c'est Captain America avant l'heure. Et moi, je trouve que il dégage dans ce film vraiment je sais pas comment dire,
c'est un personnage, quoi. Hmm. Après, ce sont deux acteurs, Dennis Hopper et Peter Fonda, qui effectivement ont commencé très tôt l'acting, qui se sont. Alors, Peter Fonda, il s'est un peu plutôt démarqué effectivement de l'aura de son père, qui représentait un cinéma américain beaucoup plus classique et néanmoins fondamental. Mais ce sont quand même deux acteurs qui sont passés par le cinéma classique à la fin, dans les années 50, et qui, à un moment, se sont orientés vers un cinéma beaucoup plus underground, avec des budgets beaucoup plus consumés, comme ceux de Roger Corman. Et donc, ils savent d'où ils viennent, et ils avaient envie plutôt Dennis Hopper, parce que c'est vraiment un film de Dennis Hopper, il avait envie de montrer ce qu'il voyait, en fait. Et ce qu'il voyait, ce qu'il était, il avait envie de le montrer dans ce film. Et c'est pour cela que le film sonne aujourd'hui authentique, parce que il parle à la première personne et il tutoie le spectateur. Et puis parce qu'il montre sans jugement, il montre avec une espèce de hauteur comme ça, une espèce d'équité, d'humilité, comment lui vivait la chose, comment lui fumait par exemple, comment il vivait la chose, quel était son rapport avec les drogues, son rapport avec l'image. C'est un film de cinéma quand même, ça pose des questions fondamentales de cinéma. Et Dennis Hopper avait cette envie très forte de ne pas sombrer dans le cliché qui était propre à la drogue de cette période-là, qui avait envie non pas de montrer la drogue, mais qui avait envie de montrer ce quotidien qu'il connaissait. Et dans ce quotidien, il y a des questionnements autour de la vie, il y a comment l'Amérique va se construire ou voire se reconstruire, qui sont les morts vivants, c'est quoi cette guerre du Vietnam, c'est quoi cette évasion, cet échappatoire, c'est quoi la musique aussi, c'est fascinant. C'est qui l'autre, comment l'autre nous regarde, et surtout, et puis il y a aussi tout autour de cela le quotidien, fumer des cigarettes, boire de l'alcool, fumer des joints, la drogue, voilà. Et ça parle de tout cela parce que c'est en mouvement. C'est ça qui est très intéressant. Le mouvement peut sembler le mouvement représente aussi une forme de présent. Et Easy Rider est un film qui ne vieillit pas et qui ne vieillira jamais, parce que c'est un film qui marche. Il marche, ce film. Il marche, il ne s'arrête pas. Quelqu'un qui marche constamment, c'est quelqu'un qui va vers quelque chose ou vers quelqu'un. Et c'est ça, Easy Rider. Easy Rider va vers quelqu'un, vers toi cet après-midi, vers moi il y a quelques années, va vers d'autres films aussi, et va vers le réalisateur lui-même d'ailleurs. C'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça qu'il joue dans ce film. Parce qu'il a besoin de marcher avec le film. Avec justement Peter Fonda, ils font un très bon duo. Oui, ils se connaissent aussi, ils se connaissent très bien. Après, sur le tournage, ça n'a pas été aussi fascinant ou compliqué. Parce que c'est un cinéaste qui a ses propres idées, parce qu'il sait qu'il fait le film de sa vie, parce qu'il Easy Rider fait partie de. Easy Rider, c'est intéressant aussi dans le procédé de fabrication. C'est un film qui ne ressemble, à l'époque, c'est un film qui ne ressemble pas aux autres. C'est un film qui a été fait vraiment avec deux bouts de ficelle. C'est un film qui a été bricolé. C'est un film qui a été ramené par valise à Cannes quand il a été projeté à la dernière minute. C'est vraiment une autre manière non pas de voir le cinéma, mais c'est pas une autre manière de faire le cinéma, c'est une autre manière de le voir, le cinéma. Et ça qui est fascinant, c'est que c'est vraiment dans le coup artisanal du truc. Hopper manie sa vie quand il fait ce film-là. Chaque plan, chaque séquence transpire quelque chose. C'est-à-dire que même la manière de parler, l'intonation le son, c'est quelque chose qui ressemble à Hopper et qui en même temps, et c'est quelque chose qui accompagne Dennis Hopper dans son quotidien. Donc c'est un film très fort. C'est un film extrêmement fort, Easy Rider, qui ne perd pas ses plumes. Et moi, j'aime bien cette idée j'aime bien cette idée de parler au présent en étant subjectif pour pouvoir tutoyer l'autre. Il y a plusieurs choses que tu as dit qui sont très intéressantes. Donc déjà, le budget, tout petit, $360,000, moi, de ce que j'ai vu. Donc c'est autant dire rien. Et
Enfin, peut-être qu'à l'époque, c'est quand même un petit quelque Non, non, chose. c'est pas. Et C'est quand pas- tu vois, quand tu vois les productions, enfin, j'ai vu des films Friday à 8 millions. Enfin, là tu te dis, bon, 300 000 dollars pour Easy Rider, c'est un budget ridicule. Tu as parlé de Cannes. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que bah, il a été projeté à Cannes. Il a eu un prix. Il a eu un prix de la première œuvre. Donc, Exactement. ça a permis quand même au film de toucher en fait la jeune génération en fait et de devenir assez rapidement quand même un un nouveau style quoi. Parce Mm. que tu as dit autre chose aussi d'intéressant qui était que c'est un nouveau quand même cinéma. Et donc, tu parlais de Roger Corman tout à l'heure, effectivement, Mm. c'était ce que j'ai vu, une source, en tout cas, d'inspiration pour Peter Fonda et pour Denis Hooper, quoi. Et c'est en connaissant le budget de son dernier film qu'ils ont, eux, demandé le budget pour leur film, quoi. Ils se sont dit, on va faire le même budget qu'un film de Corman. C'est J'ai trouvé ça assez rigolo, quoi. Euh, et bah, pour continuer quand même à parler du film, donc on a dedans, on va croiser en fait différents personnages, parce qu'on a parlé que des deux principaux, mais on va aussi à un moment donné croiser un hippie qui, euh, qui fait du stop en fait. Et donc, euh, comme les personnages, en fait, ce qui est drôle dans ce film, c'est que c'est des personnages qui sont dans l'excès, on l'a dit, hein, qui se droguent, qui sont alcooliques, qui sont sur leur moto, enfin, euh, c'est des rebelles, mais qui sont super sympas. Enfin, ça, c'est déjà c'est une image que moi j'ai trouvé intéressante dans le film, c'est-à-dire que c'est rare qu'on voit des personnages comme ça s'arrêter pour un mec qui fait du stop, dépanner un gars. Enfin, en fait, ils sont vachement sympas. Et c'est ce côté, ça les rend en fait très humains et, la fin est d'autant plus dure. Mm. Donc, en fait, on découvre que oui, ils ont des cheveux longs, oui, ils sont pas comme tout le monde, ils sont pas tirés à quatre épingles et tout ça. Oui, ils abusent des bonnes choses, mais ils ont un bon fond. Et donc, on le voit notamment avec le personnage de Jack Nicholson qui les rejoint à un moment donné parce ils se font arrêter, donc ils se retrouvent en garde à vue. Et puis là, ils rencontrent Jack Nicholson qui d'ailleurs fait une. Jack Nicholson, hein, de toute façon, je n'ai Qui pas est besoin de dire avocat pour les droits civiques. c'est ça. Mm. Et, alcoolique notoire, Oui, quoi. oui, oui, complètement. Donc il se réveille en cellule de dégrisement, il rencontre les deux personnages. Au début, ils sont presque à la limite de s'embrouiller, et puis au bout d'une heure, il part avec eux, faire le road trip avec eux. Donc enfin voilà, c'est des personnages qui sont attachants. Donc moi, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que voilà, on montre pas des, euh, des hippies fous, des rebelles, des mecs qui sont là pour tout casser avec des battes de baseball ou quoi. C'est des gens qui sont vraiment peace, qui veulent faire leur petite balade, profiter des rencontres qu'ils vont faire ici et là. Mais effectivement, dans ce film, il y a comme ça, une manière de montrer les hippies, comme tu dis, tous ces gens, toutes ces personnes qui ont une manière de voir la vie, le quotidien, dans une espèce d'aventure comme ça au jour le jour et tout, certes. Mais parce qu'il n'y a pas eu il y a eu un truc qui a malheureusement remis en cause, remis en considération tout cela. C'est le 9 août 69, l'assassinat de Sharon Tate.
Et le film a été fait en 69, Ouais. 68, 69. Il n'avait Ouais. pas cela. Donc le film ne peut pas montrer cela. Je t'assure, ce qui s'est passé avec Char en tête, il y a un avant et un après. Après cet assassinat, les choses étaient différentes. Le cinéma ne montrait plus les hippies, comme tu dis, soit en les taquinant un petit peu, ou soit en les montrant de manière assez réelle. Non, non, les choses étaient vraiment différentes. Et ont été différentes. Même dans la musique, ça a été différent aussi. Donc, c'est pour ça que il s'est passé quelque chose à partir de là qui a fait que les choses ont changé. Avant cela, c'est tout à fait logique et normal. Et d'ailleurs, beaucoup plus le cinéma se moquait, taquinait ces gens-là, alors qu'il n'y avait pas lieu de les taquiner, au contraire. Mais il y a eu après une espèce d'amalgame en disant que ce qui s'est passé avec Char en tête, c'est ce mouvement, c'est tout cela, alors que ça n'a rien à voir. Ouais, alors qu'on parle bien de la secte de Charles Manson qui finalement Exactement. peut-être a été chercher des hippies à gauche à droite parce que de toute façon le hippie c'est ce qu'il cherchait, un endroit où il pourrait se poser, profiter, manger ce qu'il cueille. et justement Charles Manson a profité de ces personnes-là pour leur faire Voilà, un travail psychologique. c'est Mais un amalgame. c'est complètement un amalgame, c'est clair. Exactement. Mais c'est c'était intéressant. c'était parce que voilà, les choses avaient complètement changé. Et c'est pour ça que, vu de maintenant, en 2021, c'est assez intéressant de voir cela quand on le contextualise et de s'apercevoir Ouais. qu'effectivement, on a l'impression que le temps est suspendu dans ce film. Et il y a des choses que l'on voit qui ne nous font pas sourire, mais nous montrent. En fait, c'est un film qui raconte l'histoire de quelque chose qui est en train de s'effacer. C'est un film qui parle d'effacement, finalement. Les personnages, plus ils avancent, plus ils vont s'effacer. Et ils finissent par s'effacer, d'ailleurs. Mais c'est ce que Peter Fonda dit du film. Enfin, en tout cas, il l'a dit dans une interview. Il a dit, en gros, notre film parle des années 60, mais il est fait après. Enfin, quand c'était déjà fini, en fait. Il est sorti quand c'était déjà fini, en fait. Et pourtant, bon, voilà, après, c'est devenu le symbole, alors qu'en réalité, on était déjà plus dedans, quoi. Et c'est pour ça qu'au début du film, Peter Fonda dit « We blew it », nous avons merdé. On a merdé. Ouais. Et c'est... Non, mais je vois très bien, en plus, il le dit, et après, il se couche, genre, c'est bon, je dis ça, et c'est le dernier truc que je dis, on a merdé, et puis voilà. C'est son constat avant de dormir. Il y a la musique. Ouais, tout à fait. Ah ouais, la musique. Alors, la musique, incroyable. Ce que j'ai vu, c'est que c'est Denis Hooper qui a décidé, enfin qui a dit, il faut absolument qu'on mette des musiques de l'époque dans le film, quoi. Faire un jukebox où on va mettre des musiques et c'est clair que bon, ça voilà. Si je savais chanter, je te chanterais The Weight de The Band, je te chanterais The Ballad of Easy Rider des Birds, je te chanterais It's on Cinema de Roger McGuinn. Mais tu mets le film et en fait c'est ça, c'est les années 60, c'est ça. Et ça transpire en fait vraiment toute cette époque-là. Enfin, moi on l'a pas connu. Il y a Hendrix avec If Six Was Nine. Non, c'est génial quand même, je veux dire. Et c'est pour cela que, en fait, c'est un film qui n'est pas sur ou pour. C'est un film qui est constamment avec. On est avec eux, avec les acteurs, avec ces personnages, avec ce pays, avec ce territoire perdu, avec ces gens familiers, avec ces rednecks, avec cette violence, avec cette musique, avec cette drogue. On est avec eux, on est constamment avec eux, et on est avec eux dans la merde aussi. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que c'est un film qui est assez particulier, parce que c'est un film dont nous sommes le héros, en fait. On ne peut pas en sortir indemne de ce truc-là. Et c'est pour ça que c'est un film aussi qui épouse parfaitement les résonances avec notre société actuelle, avec ce que nous sommes. C'est pas un film sur la société.
c'est un film sur ce que nous sommes. Et parfois, c'est un film miroir, et c'est ça qui est assez inquiétant pour plusieurs raisons. C'est pas un film sur la drogue, c'est pas un film avec la drogue. Enfin, c'est un film avec la drogue, mais avec des gens qui en prennent. Mais la drogue n'est pas un C'est un film avec des excès, mais la drogue en fait partie, mais c'est pas que ça, quoi. C'est avec une folie, une liberté, ouais. Oui. Euh, mais je suis complètement d'accord avec toi, on est avec eux. C'est un film avec, oui, ça me va comme explication. On fait le voyage avec eux et on ressent quasiment tout le voyage, quoi. Tout est fait pour qu'en tout cas, on soit au fait de tout ce qu'eux ont vécu, ont ressenti, ont entendu, tout ça. Et je suis d'accord avec toi que on n'en sort pas indemne, puisque on s'attache à ces personnages. Une fois, un film qui te fait mal, qui te prend, et qui te dit viens, regarde, c'est des gens cool, sympas, et puis on te les fait foncer dans un mur. Donc, je sais pas s'il y avait déjà eu des films qui montraient ça avant, mais là, on voit l'américain moyen. Les mecs disent ils sortiront pas du patelin, ils n'y arriveront pas au prochain. Et puis c'est là où justement ils bastonnent pendant la nuit Jack Nicholson. Donc déjà, on perd Jack Nicholson à ce moment-là dans le film, alors que le mec, il a rien fait, quoi. Je veux dire, il a juste fait un petit voyage en moto. Il se fait bastonner, et puis ensuite d'autres les croisent, américains dans sa Jeep avec son fusil, qui tire sur ce qu'il comprend pas, quoi. Et bon, voilà, ça c'est fort de nous le montrer, quoi. Mais bon, j'aimerais les voir partir et tout, continuer vers le soleil couchant, quoi. C'est il y a une prise de parti. De toute façon, Denis Souper, dans ce film-là, il est là pour montrer en fait ses personnages à lui, ses protagonistes, et c'est vrai que pour les faire, comment les faire partir le mieux, c'est un peu ça, c'est-à-dire les faire se faire tuer par des cons, pour bien montrer qu'en fait eux n'étaient pas des cons, mais que on est dans un monde où voilà, que quand tu comprends que certaines personnes, quand ils comprennent pas l'autre, ils le tuent. En fait, l'exemple dans le bar est encore plus fort parce que dans la camionnette, c'est rapide, ils tirent dessus, mais dans le bar, ils sont là, ils les regardent. Ouais, il a les cheveux longs. Ils n'arrêtent pas de critiquer, et tu vois bien qu'il y a une incompréhension en fait de la différence. Et je pense que ce film-là, en fait, c'est ça, c'est montrer que, en fait, à cette époque-là, euh, certaines personnes avaient accepté la différence et certaines autres personnes ne l'avaient pas accepté. Et c'est cette confrontation, en fait, des gens qui acceptent ou pas le changement. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, en tout cas, c'est ça. Et on voit qu'en fait, l'Amérique profonde, ils n'étaient pas du tout prêts à accepter des mecs sur leur moto avec des cheveux longs. C'était pas possible. Donc voilà, c'est en fait, c'est ça. Je pense que c'est un rapport avec accepter les différences. Après, Easy Rider, vraiment, c'est aussi, et ça reste aussi un bel objet de cinéma, hein, avec réellement des questions qui sont liées au cinéma et qui sont assez intéressantes. Et Denis Hopper est un véritable cinéaste. Il utilise cet art, ce langage pour dire ce qu'il a à dire, mais il fait très attention comment dire, à les connexions qui pourraient exister avec le cinéma. Et c'est ce qui rend le film attachant. Le film est intemporel parce que c'est un film de cinéma, parce que c'est pas un film qui va transformer ses personnages en discours. Et c'est ça qui fait que le film avance. C'est pas un film à message, il n'y a pas de message dans ce film. Dennis Hopper n'est pas un facteur, il n'est pas là pour distribuer du courrier où il y a des messages. Pas du tout, il est là pour, encore une fois de plus, filmer des choses qu'il sent, quoi. C'est pour ça que c'est un film de cinéma, parce que ça l'est, c'est très complexe. On a d'un côté des personnages qui sont montrés de manière à ce que nous, spectateurs, on ne puisse pas avoir de l'empathie pour eux, on ne puisse pas les comprendre. Et puis, tu as aussi, de l'autre côté, comment Hopper les voit, ces gens-là.
parce qu'il ne les connaît pas vraiment. C'est ça l'Amérique. L'Amérique, ce qui est fascinant, c'est que c'est un pays dans lequel c'est tellement gros, tellement grand, pour plein de raisons qu'on a évoquées, et le cinéma n'a pas été, à l'époque, sondé un petit peu tout ce qu'il y avait autour, enfin, tout ce qu'il y avait dedans, je veux dire. Et Easy Rider essaye de montrer que ce mouvement entraîne aussi, fondamentalement, une reconnaissance de l'autre, un intérêt pour l'autre. Et c'est ça qui... Et c'est pour ça qu'ensuite, il y aura plein de films qui vont se faire et qui seront sur des gens qui vont essayer de découvrir ce que sont les autres. Et tous les genres seront traités, hein, les films d'horreur, les choses comme ça, et tout ça va être assez fascinant. Mais c'est à guetter, quoi. Il faut voir aussi ce que ça a donné comme répercussion sur le cinéma américain d'aujourd'hui. Comme là, on a déjà parlé pas mal du film, on va passer un peu à l'analyse des drogues dans le film. Et donc, on va suivre un peu comme je fais d'habitude les trois axes. Mais d'abord, je vais introduire, parce que dans ce film-là, il y a quand même un joli panel de drogues. Donc ça commence vraiment au tout début du film par un deal de cocaïne. Ensuite, on voit des joints fumés quasiment tout le temps. En fait, à chaque scène, à chaque fois qu'ils sont pas en moto, en fait, ils fument un pétard, quoi. C'est quasiment ce qui te montre, quoi. Donc ils sont plus en mouvement, mais il y a toujours un mouvement de cigarette. Il y a un truc qui continue, en tout cas, qui est toujours en mouvement, comme tu dis. Et donc, on les voit fumer, on les voit boire, et à la fin, on les voit prendre du LSD dans un cimetière avec... Incroyable, une séquence incroyable. Ouais. Colson, il fume un joint avec eux. La scène, elle est exceptionnelle parce qu'il n'a jamais fumé. Il est là, il récupère ça. Comment je fais? Qu'est-ce que c'est? Non, mais si je fume ça, je vais prendre d'autres drogues et tout ça. Et puis t'as Peter Fonda qui lui tend juste le briquet et qui essaye même pas de lui expliquer ou quoi, il lui tend il allume la flamme et il lui dit vas-y, fume. Et donc là, tu le vois après délirer. C'est marrant, il parle des martiens et tout à ce moment-là. Il parle il y a plein de discussions qui sont tripantes. Tu vas me dire, c'est un peu normal, hein, mais c'est marrant de voir en fait que moi, ça m'est déjà arrivé de fumer, d'être avec des potes et puis d'avoir des discussions sur des trucs, pourquoi on est là, enfin tu vois. Et là, c'est exactement ça en fait. C'est un film où tu les vois en train de refaire le monde ou de juger, comme quand il dit on a tout gâché. C'est en tout cas, ils profitent. Ils profitent des effets de la drogue pour quand même réfléchir. C'est pas et pour avoir des discussions. Donc il y a un côté quand même. C'est pas juste des gens on prend des drogues pour se défoncer. Ils sont dans la recherche en fait je réfléchis. Une réflexion, c'est une réflexion. Ouais. C'est une forme de réflexion. Ils réfléchissent la société dans laquelle ils se trouvent Ah non, mais c'est ça, mais ils sont en perpétuelle réflexion. Enfin, c'est dans le film, de toute façon, dès qu'ils sont au coin d'un feu ou au coin d'un truc, ils sont toujours en train de réfléchir et d'avoir des conversations qui sont pas du tout des conversations de pochetron ou de trucs pour dire enfin, tu sens que voilà, c'est une défonce, mais c'est une défonce qui leur permet quand même encore d'utiliser en fait leur faculté mentale pour réfléchir. Et
Et donc, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a il y a un panel de drogues, que les mises en scène, en tout cas sur ces drogues, bah, on est dans un film qui est réaliste, hein. Donc il n'y a rien qui est extravagant, il n'y a pas de... Parce qu'il y en a des films, hein, où tu les vois prendre de la drogue, et puis après, tu vois soit l'image en violet, soit des trucs incroyables. Enfin là, je veux dire, il y a aucun effet de ce genre. On est... en fait, c'est comme quand les gens boivent de l'alcool. On a, c'est marrant que souvent dans d'autres films, justement, comme je te disais, dans les drogues, on va toujours chercher à modifier l'image, faire des trucs flous ou quoi, alors qu'on ne le fait pas avec l'alcool. Et au moins dans ce film-là, on est vraiment sur une mise en scène où voilà, il se passe des joints, ils fument. En plus, leurs joints, ils sont vraiment, ils sont roulés. C'est des trucs. Enfin, tu sens que voilà, il y avait une volonté de coller en tout cas le plus possible à la réalité. Oui, et puis ça contredit un peu ce qu'avait fait Roger Corman en 67 quand il fait le film The Trip, dans lequel joue d'ailleurs Peter Fonda et aussi Dennis Hopper. Et Peter Fonda joue le rôle d'un gars un peu déprimé, je sais plus, je crois qu'il a des problèmes de couple, et il touche au LSD, donc il a des visions horrifiques et tout, et Corman, bon, bah, il y va, quoi. Et c'est un film important, The Trip, hein, très important sur la consommation de drogue, parce que la caméra épouse ostensiblement cette consommation de drogue. Donc, et c'est pour ça que Hopper, plus tard, dira que en faisant Easy Rider, il ne voulait absolument ne pas montrer des gens... il ne voulait pas montrer, comment dire, l'image cliché qu'on avait de celles et ceux qui consommaient de la drogue. Tu vois ce que je veux dire? Et avec, il voulait pas faire en sorte que sa caméra soit dans une espèce de trip aussi, qu'on pouvait continuer encore à filmer en plan fixe, large, très simplement, deux personnes qui sont en train de se droguer et qui ont comme ça, des émanations réflectives sur la société dans laquelle... Mais The Trip pourrait être Easy Rider pourrait être un contre-champ de The Trip, en gros. Après, c'est Corman. Corman, bon, bah, il est ce qu'il est, c'est un cinéaste producteur aussi, c'est un cinéaste aussi important que... Enfin, il est très important, ce cinéaste, pour plein de raisons. Mais c'est vrai qu'il a touché un peu à tout et parfois, il faisait des choses extrêmement vite, extrêmement rapides. Et parfois, il ne se prenait pas trop le temps de questionner réellement. Parfois, surtout, il n'était pas forcément acteur aussi de ce quotidien-là. Et il y a de cela dans ce que tu dis, oui, effectivement. Là, de toute façon, on est arrivé sur le deuxième axe qui est la crédibilité. Mais donc, c'est ça, en fait. Le film veut être crédible. Enfin, il l'est. Donc, on voit des effets sur les personnages, surtout sur le LSD, donc plutôt vers la fin du film, où là, on voit qu'ils sont dans un délire, un trip, on entend un peu les voix de chacun parler, tout ça. Enfin, c'est vraiment bien fait parce qu'on, sans trop en faire, sans être trop pompeux, en fait, on comprend que voilà, ils sont dans un espèce de trip et que ils entendent les voix de chacun, mais sans trop les voir, et donc ça, c'est assez bien mis en scène. Et ça, je pense que ça fait bien comprendre quel genre de sensation il pouvait y avoir. Par contre, sur le cannabis, je veux dire, il fume tout le temps, mais il n'y a pas il y a rien. Je veux dire, c'est déjà un film où en fait c'était montré, enfin, pour moi, c'est montré de manière à être quelque chose de classique comme l'alcool. Enfin, pour moi, on est déjà pour ces personnages-là, en fait, fumer un joint ou boire de l'alcool, c'est la même chose, quoi. Je trouve qu'il y a cette volonté, en tout cas, de dire, voilà, c'est pareil. Après, le LSD, la cocaïne, c'est démarqué, on les voit pas, ils en prennent, enfin, la cocaïne, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et le LSD à la fin, mais le cannabis est vraiment montré comme quelque chose de normal, en mode, oh bah tiens, je fumerais une cigarette, alors que bon, c'est un joint, mais et c'est ça qui je trouve impressionnant, c'est que on est dans un film de 69 où c'est pas montré, où c'est pas ironisé, parce que à la même époque, il y a des films Cheech and Chong,
Je sais Ouais, pas ouais. si tu vois ces films-là où en fait on est vraiment déjà dans la comédie stoner avec des mecs qui allument des pétards énormes, enfin où c'est déjà dans la dérision. Alors que dans Easy Rider, il y a une vraie volonté quelque part de montrer en tout cas le cannabis comme une drogue banale entre guillemets quoi. Enfin, comme d'autres drogues banales qu'on consomme et qui sont autorisées quoi. Moi, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce film-là, aujourd'hui, pourrait être... Est-ce qu'on pourrait faire un film comme ça aujourd'hui, selon toi? Alors, alors, c'est une bonne question. J'ai un peu réfléchi à la question. Je te dirais qu'il y a un moment qui m'a un peu, que je pense qu'on pourrait plus refaire aujourd'hui dans ce film. C'est en tout cas le moment du LSD quand il en donne aux deux femmes qui sont avec eux. Ouais. Où en gros, il lui dit tiens, prends ça, sans lui dire ce que c'est, sans lui expliquer. Il lui met sous la langue. Elle sait pas ce que c'est. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est un peu direct, quoi. Ouais. Je pense pas qu'un film aujourd'hui se permettrait de le faire comme ça. Il y aurait une séquence où le mec dirait, voilà, c'est de la drogue, est-ce que tu veux en prendre ou Tu veux pas? dire que ça peut prêter à confusion, ça peut faire un peu comme la Bill Cosby, quoi. C'est-à-dire, je te donne un truc et puis ensuite, tu es complètement dans les vapes et puis je Ouais, te viole, quoi. Mm. ouais, enfin là, disons qu'il n'y a pas l'explication qu'il devrait y avoir quand tu vas donner une drogue à quelqu'un, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait en tout cas cette phase d'explication, quoi, Mm. où les gens préviendraient. Oui, mais après, c'est pas un film qui se veut explicatif non plus, qui ne se veut pas non plus démonstratif. C'est un Ah film non, qui... non, je suis d'accord avec toi. qui- Mais est-ce qu'il pourrait encore se faire, tu veux dire, à quel niveau? Parce que, est-ce que parce que déjà, combien un film comme ça coûterait aujourd'hui? Euh, Ouais, bon. est-ce que, mais bah, je pense, en tout cas, il y a des films, je sais pas si tu as vu le film Paul, Ouais. l'extraterrestre. Alors, c'est pas une référence de haut vol, mais en fait, quand j'ai revu Easy Rider aujourd'hui, ça m'a vraiment fait capter que, en fait, Paul est une copie complète de Easy Rider. Enfin, tout est pompé dedans. Tu as vraiment les deux personnages. Et puis, bon, après, ils sont sur un road trip dans leur camping-car. Enfin, il y a tout un côté. Ils fument des joints au coin du feu. Enfin, t'as vraiment tout est fait. Je pense que c'est une copie quasi. Et puis, ils vont rencontrer d'autres personnes et on est en fait dans Paul. On, on est sur une repompe de Easy Rider. Donc, le troisième acte, donc c'est la place de la drogue dans le film. Donc, bah, là, pour moi, en fait, euh, la drogue, elle est, comme je te l'ai dit, en fait, dans une envie d'être dans l'excès. En fait, ils sont, comme c'est des mecs qui sont là pour être libres, en fait, et dans leur tête, la notion de liberté, elle est liée aux prises de drogue, elle est liée à, euh, à la défonce, quoi. Parce que c'est l'image quand même qu'ils nous montrent, ils sont tout le temps défoncés. Et, euh, et donc, c'est pas, on parle pas de drogue dans le film, enfin pas tout le temps, Mm. mais en tout cas, elle est tout le temps présente parce que les protagonistes baignent dedans, parce que c'est en tout cas leur mode de vie. Et, euh, et donc, c'est vrai que on n'a pas, enfin moi, on n'a pas vécu ces années-là, mais ça a dû quand même, la fin des années 60, le début des années 70, ça a dû être une période assez folle, je pense quand même, quoi. Euh, parce que, Mais, mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnages-là achètent aussi de la drogue
Enfin, c'est ça qui est assez troublant et ambigu, c'est que ils sont effectivement dans la consommation de drogue et ils en achètent aussi. Enfin, ils en achètent pas, ils en vendent, pardon. Ils en ont vendu au début, ce qui leur fait de l'argent. Enfin, il y a quelque chose qui, en fait, la manière que Dennis Hopper a de montrer tout cela ne provoque pas forcément un jugement terrible contre eux. Tu vois ce que je veux dire? Sur eux, pardon. Euh, c'est un film qui épouse l'esprit de cette époque-là, de cette période-là. Et le fait qu'ils aient vendu de la drogue pour avoir un peu d'argent pour pouvoir filer et aller ce Mardi Gras, il y a aussi le fait que c'était la seule manière pour eux de pouvoir se payer cette liberté. Mais se payer cette liberté avec ce genre de base, le film dit en gros qu'on est toujours attrapé par quelque chose, par cette société qui, elle, peut-être ne voit pas n'a pas le même regard que ces deux personnages. Et donc, la société, je pense qu'à un moment ou à un autre, se venge, en fait. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui arrive. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez complexe dans ce film. Ah ben, je suis d'accord avec toi. Il y a dans la manière dont les personnages sont montrés, parce que on a vraiment de l'empathie pour Denis Hooper, pour Peter Fonda. On les aime bien, ces deux gars, parce que moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai une petite préférence pour Peter Fonda, qui est vraiment, je trouve, tu le lui mec. ressembles, tu lui peu... ressembles, c'est pour ça. Ouais. Tu garderas ça au montage. Hein. Je te l'interdis. Je t'interdis de retirer ça. Tu gardes ça au montage. Ouais, mais bon, je l'ai vu cet après-midi, hein, Peter Fonda. J'aimerais bien lui ressembler. Mais non, mais ce que je disais, donc, c'est qu'en tout cas, on les aime, ces deux gars, et parce que, et ça n'a rien à voir avec les drogues, on les aime parce que ils sont sympas. Ils dépannent un gars, ils sont là, ils prennent un autre gars. Enfin, on sent que c'est des gens sympas, on sent que c'est des bons gars. Ils ont fait des petits business pour se faire de l'argent, comme tu l'as dit. C'est la solution qu'ils ont trouvée pour faire leur truc. Après, ils font de mal à personne. Et on voit bien qu'en tout cas, c'est pas du tout des gens violents ou des gens qui sont dans une optique de faire du mal. Et donc, et puis ils écoutent de la bonne musique aussi. Ouais, c'est clair. Oui, mais ça fonctionne bien sûr. C'est ça, il y a plein. Tu as raison, c'est des personnages complètement. Enfin, on a de l'empathie pour ce genre de. Moi, tu me dis, tu peux aller au coin du feu avec eux, un petit joint. Je t'aime bien, ça bien, mais j'y vais, quoi. Parce qu'ils ont l'air cool, tu vois. Ils ont l'air. Tu y vas parce que ce sont Peter Fonda et Dennis Hopper ou tu y vas parce que ce sont des gens qui ont l'air cool? J'y vais parce que c'est non, j'y vais pour les personnages parce que c'est en fait un truc fort que je trouve de Peter Fonda dans le film, c'est qu'il est jamais dans le jugement. En fait, il est tout le temps dans la tolérance, dans la réflexion de se dire, et même des fois il reprend Denis Hooper, il lui dit non, parce que Denis Hooper c'est un peu le fonceur, c'est un peu le mec qui veut pas se faire emmerder, qui a peur qui a peur que des gens lui piquent son argent, donc il aurait plutôt tendance à être fermé sur lui. Et alors que Peter Fonda, lui, c'est le mec sympa qui arrive, tiens. Enfin, il a ce côté, en tout cas, d'avoir l'air sympa, et du coup, ça enlève en fait ce côté. Bah oui, c'est peut-être des vendeurs de drogue. Mais ça montre une autre, justement, là où d'habitude on verrait des vendeurs de drogue en mode qui vaudrait le sac à main d'une grand-mère, enfin tu vois, alors que là on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Donc c'est un et pour 1969, je pense que voilà, ça a quand même dû être une bombe, quoi. Enfin, je sais pas comment ça a été perçu à l'époque, quoi. Est-ce que mais je trouve que
voilà, il y a une facilité, en tout cas, à s'attacher aux personnages. Et en plus, enfin, et ces personnages-là, quand même, ont une certaine philosophie et sont des gros consommateurs de drogue. Alors, est-ce que C'est les un gens qui film ont qui a eu énormément de succès. est-ce que les gens qui ont vu le film se sont mis à se droguer parce que dans ce film, ils se droguaient? Est-ce qu'il y a eu ce côté genre, oh, on veut faire comme eux, on veut, je sais pas. Mais c'est sûr que bon, il y a un côté un peu où on te montre des drogues sous un nouvel angle et on t'incite pas à la consommation, mais on n'est pas du tout dans un discours de te dire surtout te drogue pas. C'est un film où déjà on te dit voilà, tu peux fumer, tu peux prendre un LSD, enfin tu vois, il y a un côté quand même déjà assez open bar, quoi, je trouve, pour. Oui, mais regarde, les affranchis, on aime tous les affranchis, on n'est pas devenus des mecs de la Oh, mafia, hein. On aime Scarface, on n'est pas devenu. Enfin voilà, je veux dire, non, non, non. on a suffisamment de distance avec cela. Donc, c'est un film qui a eu beaucoup de succès, hein. Easy Rider a vraiment ouvert quelque chose, hein. Ça a été un succès considérable, hein, considérable, autant critique que public, hein. Et ça a ouvert. C'est l'un des films qui a ouvert le nouvel Hollywood des années 70, hein. Bah, les musiques, en plus, j'ai repéré une musique où ouvertement ça parle de joint au moment où il fume. Enfin, mais dans ce film-là, bon bah voilà, t'as quand même des musiques qui vont en plus bien avec les prises de drogue parce que c'est les Oui, musiques oui. de l'époque, enfin, t'es- c'est l'ambiance hippie quoi. Euh, Bah écoute, au niveau des drogues, je pense qu'on a fait le tour. Mhm. Il y a maintenant une petite conclusion à faire sur le film, et puis on va D'accord. passer au bonus. Je te propose, je vais faire enfin, commencer la conclusion, et puis D'accord. Ok. tu continueras. Donc pour moi, le film, il est révolutionnaire à son époque. Je pense vraiment hein, que comme tu l'as dit, il est en mouvement. Il y a, il y a il y a vraiment quelque chose, en tout cas, dans ce parcours, dans ce road trip, qui fait que bah, je peux voir ce film enfin, encore aujourd'hui et c'est vraiment. Tu t'ennuies pas, tu t'attaches au personnage. Il y a vraiment un travail qui fait que c'est un film qui est encore tout à fait d'époque. C'est synonyme de liberté, de vivre au jour le jour. Donc il y a un côté, en plus, il y a une philosophie dans le film qui est, enfin moi que j'apprécie, quoi, qui est voilà, de se dire, je sais pas ce que je ferai demain, on verra, quoi. Il y a un côté, on n'est pas non plus là toujours pour tout programmer, quoi. Donc il y a vraiment, ça transpire, en fait, bah, on va où le vent nous emportera, quoi. Enfin, et, et puis, bah, bien sûr, le fait qu'ils prennent des drogues, qu'ils soient toujours dans une dynamique positive, je trouve que ça fait du bien en fait de voir un film où en fait les gens, bah, ok, ils font des excès, mais ils restent cool, ils restent, comment dire, positifs quoi. Et ce film, en fait, il est positif. Bon, jusqu'à la fin qui est dur, mais ce film, je trouve qu'il montre un regard sur les gens différents, sur la différence. Voilà. Un regard sur l'acceptation de la différence. Et c'est ce que moi, j'ai vraiment aimé dans le film. C'est un très beau film, c'est un film juste parce que c'est un film qui pose aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, des questions de cinéma. Dennis Hopper est un véritablement un cinéaste, hein, je veux dire. C'est vraiment quelqu'un qui utilise pleinement ce langage et qui, qui est un sismographe. C'est un sismographe, c'est quelqu'un qui va questionner et montrer sa société à travers le cinéma, tout en lui évitant le message et le discours, ce qui rend ses personnages existants, ce qui rend aussi sa caméra complètement vivante. On a cette impression d'être avec eux.
d'être à l'intérieur du plan, du cadre. C'est ce qui, et aussi, on a cette impression que c'est un pays, c'est l'Amérique qui se construit ou se déconstruit, je ne sais pas, mais ça reste un temps suspendu. Et puis, c'est un film qui parle beaucoup aussi. Et c'est un film de transition. C'est beau les films de transition, tu sais. Parce que dans les films de transition, tu as ce qui a été dit et ce qui va être probablement dit. Et au milieu, il y a le film. Et c'est pour ça que c'est un film qui navigue entre les deux. Et c'est pour ça que c'est un film qui ne prend pas de décision, qui ne choisit pas entre ce qui a été dit et ce qui sera dit. Et en fait, ce qui sera dit, c'est ce qu'on est en train de faire là actuellement. Et le film est au milieu. Et le film est beau parce que le film tourne toujours. Et c'est à l'heure du présent, quoi. Et il continue. Donc pour tout cela, c'est un film qui, aujourd'hui encore en 2021, continue de hanter, de sensibiliser. Et pour aussi toutes les raisons que tu as évoquées, bien évidemment. Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment... c'est le symbole de la liberté, ces deux motards sur leur Harley avec les cheveux au vent, quoi. Enfin, ils sont... je suis pas motard, tu vois, mais je comprends que, en tout cas, leur moto, c'est leur truc qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, en fait. C'est leur moyen de locomotion et en même temps, c'est leur vie, hein, parce que si tu tombes en panne, t'es en galère. Donc ils sont avec leur moto, ils se baladent, ils croisent des mecs, ils les prennent en stop. Enfin, il y a un côté, voilà, comment dire, c'est les mecs sympas qui partent en virée, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait réfléchir à cela aussi, à chaque fois que des gens comme ça partent en virée, que ce soit en moto ou qui vont à pied et qui se retrouvent confrontés à la nature. La nature, ça peut être la nature, la flore, hein, ou la nature, ça peut être l'être humain. Il y a toujours quelque chose qui part en couille. Tu as ce film-là et tu as Délivrance plus tard de John Boorman. Et ça, c'est aussi autre chose, ça, par contre, Délivrance. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, si on devait faire un Easy Rider, je pense que peut-être pas on utiliserait des motos ou des trucs de ce genre, mais je crois peut-être qu'on marcherait. Tu crois? Oh, J'ai ils envie seraient de sur croire. des drones. Ils seraient sur des drones. Ben, on peut pas être sur des drones. Et peut-être qu'on marcherait, tu sais, cette espèce de retour à la nature. On serait dans une forêt, on aurait l'impression qu'on est dans une forêt, mais finalement, on est dans une forêt limite, tu sais, quadrillée. Autour de cela, il y a encore l'urbanisme, je ne sais quoi. Mais ça, je sais pas, ça à réfléchir. Easy Rider, c'est pas bien, Easy Rider. Parce que ça te montre aussi un petit peu. Moi, je suis très très pessimiste, hein. Enfin, je suis pas pessimiste, je suis très réaliste face au cinéma américain qui m'a bercé, hein, que je le veuille ou non, même si aujourd'hui je suis extrêmement ouvert plus à d'autres cinématographies depuis 20 ans maintenant, mais que je le veuille ou non, c'est comme ça, c'est pas un problème, je le regrette pas. Mais le cinéma qui me regardait d'abord, c'est le cinéma américain, voilà, et le cinéma français aussi, mais c'est surtout le cinéma américain. Après, c'est plus tard que j'ai compris par moi-même qu'il fallait être con de rester uniquement là-dessus. Et j'ai compris beaucoup plus tard qu'il y avait beaucoup plus de plaisir avec d'autres cinémas. Mais ça m'emmerde un peu de voir que le cinéma américain, quand même, il fait n'importe quoi aujourd'hui. Et que ça se renouvelle pas du tout, que ça ne rêve plus, que ça n'imagine plus, que ça ne marche pas. Pas au sens de l'argent, j'ai rien à foutre de ça. Je te parle au sens du mouvement. Et donc, quand tu vois un film comme Easy Rider, tu te dis non pas que c'était mieux avant. Alors ça, jamais dans ma bouche, jamais dans ma pensée. Mais tu te dis, quand même, il y a un truc là. Il y en a, ça existe encore aujourd'hui, mais très peu. Donc, voir Easy Rider, ça peut aussi faire mal. Finalement. Bah oui, non, mais c'est vrai. Ça fait... bah, tu pourras toujours trouver des films qui vont aussi dégager des émotions ou des... Ah, mais je dis pas non, je dis pas le contraire, je dis pas le contraire. Mais bon. mais c'est vrai que
Après, moi, j'ai pas mal d'espoir quand même avec toutes ces plateformes de streaming. Peut-être que là, je digresse un peu, mais euh, pour moi, je pense que il va y avoir plus de facilité pour que des nouvelles histoires ou des nouvelles personnes en fait puissent créer parce que il y a plein de plateformes, il y a besoin de générer du contenu Hmm. et, euh, et j'ai quand même quelques espoirs que dans tout ce contenu généré, il y ait un peu plus de choses variées et qu'on ait moins à faire à ce qu'on a aujourd'hui et ce que tu critiques, je pense. Bah, du coup, on va passer au bonus. Et Ok. donc, les bonus, mon bon Samir, c'est la première question, c'est je te demande de me citer une série, un livre ou une BD ou une chanson, euh, en tout cas une œuvre culturelle, autre qu'un film, qui parle de drogue ou de cannabis. Eh bien, il y a une chanson qui s'appelle Eight Miles High et qui a été chantée par The Birds, qui est, un des groupes phares de la bande originale du film, Easy Rider. Et c'est une chanson extraordinaire qui date de 66 et dans laquelle ça parle, pas ouvertement, mais de manière discrète de ce que la drogue pourrait, comment dire, c'est un peu Easy Rider, mais en chanson, quoi. Et donc, il y a eu quand même une interdiction parce que on les accusait qu'il y avait une référence à la drogue, et eux, ils disaient non. Alors, eux, c'est Roger McGuinn, c'est David Crosby, c'est Gene Clark, c'est des gens comme ça, c'est ceux qui composaient le groupe The Birds. Et plus tard, ils diront qu'effectivement, il y avait des références à la drogue. Mais c'est une chanson extraordinaire qui a des inspirations avec le free jazz de John Coltrane. Il y a aussi des influences avec Ravi Shankar. C'est un truc extraordinaire. Puis il y a même des Birds, qui est un groupe vocal, des vocalistes, c'est un groupe fascinant avec la guitare électrique de Roger McGuinn et puis la composition parfaite de Gene Clark. Et puis je crois qu'il y a David Crosby aussi qui a travaillé sur la chanson. Enfin, voilà, c'est une chanson complètement intemporelle, en apesanteur, fascinante. C'est 8 Miles High et ça parle de drogue. Voilà, pour moi, c'est la chanson. Ok, bah écoute, j'écouterai ça dès que possible. Et maintenant, on va passer à ton stupéfiant. Donc, ton stupéfiant, c'est ton film qui parle de drogue préféré. Ah, bah je crois que c'est le premier film hollywoodien qui en parle ouvertement. C'est L'Homme au bras d'or. C'est un film de 55 d'Otto Preminger avec Frank Sinatra. Et c'est l'histoire d'un gars qui essaye de s'échapper de cela. C'est un mec qui est constamment en centre de désintox. Il a du mal à s'en sortir. Il a une meuf qui essaye. En plus, c'est un mec qui joue de la batterie, je crois, qui fait du jazz et tout. Donc, c'est dans les années 50, il y a beaucoup d'influences jazz comme ça dans les films. Là, le générique a été fait par Saul Bass et voilà, et ça parle d'un mec qui est dans les dérives, qui sait pas comment qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver et qui se pique qui est dans une forme de dépression. C'est les années 50. Les années 50, c'est les années Eisenhower. C'est une société extrêmement conservatrice, l'Amérique à ce moment-là. Puis Frank Sinatra joue l'un de ses plus beaux rôles. Et je crois qu'il y a Lee Remick, je crois, là-dedans, dans ce film. En fait, plus bref. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué avec des influences, des sonorités jazzy. C'est un film très dur en noir et blanc, très granuleux, avec des gueules cassées. Enfin, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui peut-être peut avoir d'avoir été vieilli par la manière de questionner la consommation de drogue, l'utilisation de la drogue, tout ça à l'époque. Mais moi, je me souviens que c'est un film qui m'avait beaucoup marqué de par tout ce que je viens de te dire, de par tous ses aspects. Et puis juste, puis il y a des moments quand même assez incroyables quand Sinatra est dans sa période de sevrage. Il y a des moments très très forts quand même. La caméra de Preminger, qui est une caméra très classique, en même temps très coup de poing.
qui a une manière comme ça de montrer ce genre de choses, de situations. L'homme au bras d'or, 55, Otto Preminger, c'est un film que je recommande particulièrement. Et je crois que c'est le premier film hollywoodien qui en parle frontalement de la drogue. Ok, L'homme au bras d'or avec Sinatra. La classe, la référence. Ok. Bah, Micro-ciné, mon gros. ah, bah, non, Micro-ciné. mais- Attends. Parfait. Réveille les cadeaux. Et donc maintenant, on est au fait tourner. Donc, je ne sais pas si tu connais le fait tourner, mais c'est un Je sais ce moment- que ça veut, je sais ce que ça veut dire, fait tourner quand même. Enfin, Mais là, c'est le tien. Donc, tu peux faire tourner ce que tu veux, parler de ce que tu veux pendant un petit moment. C'est ta carte blanche. Tu peux parler soit d'autres youtubeurs, soit d'une actualité, de ce que tu veux. de ce que je veux. Non, bah écoute, comme on est sur YouTube, moi, sur YouTube, il y a des voix et des visages et des voix qui me semblent particulièrement attachants parce que j'aime leur sensibilité, j'aime l'humilité qu'ils affichent pour parler de cinéma. Et il y en a beaucoup, en fait. Et ils sont là, comme ça, dans un petit coin, ils font leurs petits trucs, leurs petites tambouilles, et ça donne parfois des propositions, des suggestions vraiment passionnantes. Et, euh, et surtout, ces personnes-là ne sont pas dans une forme d'égocentrisme, ils sont vraiment là pour parler du cinéma, ça les intéresse, pour aussi questionner la diversité du cinéma. Et ils ont une manière de la questionner, cette diversité, avec une voix extrêmement apaisante et une réflexion qui est toujours en mouvement. Et je pense notamment à Jules, des Gardiens du cinéma, une rencontre particulièrement importante pour moi, qui plus est... Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a plus de 20 ans de moins. Enfin, il a 20 ans de moins que moi et je pourrais être son père. Et il a C'est une machine impressionnante. c'est une machine impressionnante. Exactement. Oh, Exactement. moi, il va venir faire un entretien. Ah oui, oui, mais prépare-toi. Je veux dire, c'est vraiment un cadeau. Il y a Valérian de Cinefiles, qui est un personnage énigmatique et fascinant en même temps. C'est quelqu'un qu'il faut respecter. Euh, qui a une manière de parler de cinéma, qui a une manière de voir le cinéma qui peut peut-être heurter, mais que moi je respecte parfaitement. Et je me sens bien avec lui. Et j'aime l'écouter. Il y a Vadé Rétro Cinéma. Il y a Quentin. Voilà. Il s'appelle Quentin. Et par contre, lui me fait penser à quelqu'un, un ami très fort, très, très cher à moi, qui s'appelle Manuel Merlet. Et quand Quentin parle de cinéma, il m'apaise. Ouais, Et ça, c'est fascinant, ça aussi. C'est important de ne pas crier, il faut dire les choses. Hein. Il y a... j'aime bien aussi écouter Alex de la fuite en vidéo. Alex, qui... Je veux dire, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui a vécu beaucoup, et, euh, et qui a une capacité à assumer pleinement sa subjectivité qui nous rend toutes et tous vraiment euh, comme des enfants, comme des pantins, quoi. il est super attachant. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce monsieur. C'est un monsieur pour moi. Et j'ai très beau souvenir de fait croquer avec lui. Très, 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 très beau souvenir. Je crois que c'est mon premier véritablement beau souvenir avec lui, Alex Lafute en vidéo. Il y a aussi quatre garçons que j'ai découverts récemment. C'est Borat 8, Lucas Rébois, Archimède Kebab et Artopolis 55. Quatre pseudonymes. Je sais pas, je crois que Lucas, c'est son véritable prénom, je ne sais plus, bref. Et ils forment un quatuor qui anime un podcast qui s'appelle Scope. C'est passionnant.
Alors eux, faut les écouter. Ils sont très jeunes, hein, mais ils vont très loin. C'est passionnant ce qu'ils font. Ils ont même été jusqu'à questionner la figure de Johnny Hallyday au cinéma. C'est pour te dire qu'ils sont assez vraiment qu'ils vont très loin. Euh, euh, il y a j'aime bien aussi la décontraction de Jules Melon. Cette décontraction réflexive amène une réflexion qui est intéressante aussi. J'aime beaucoup ça. Louane, que je connaissais pas très bien, qui, je le sens fragile et en même temps, cette fragilité le rend fort finalement. Et je parle de réflexion. Hein. Et je sais que je n'ai pas encore fait le tour avec lui, donc ça m'intéresse de faire un petit bout de chemin avec ce garçon. Il y a des deux côtés de l'écran, Mehdi, que j'ai appris à connaître chez Megamax. Lui, je crois aussi qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Il a une manière de réfléchir qui est très intéressante. Il est très posé. Il est très très posé, ce garçon. Je pense qu'il n'a pas encore tout dit. Et donc, je surveille ce garçon. Il y a Dead Will, que j'ai appris à connaître. J'ai fait un fait croquer avec lui, j'ai appris à le connaître. C'est quelqu'un de fascinant. Lui, il est dans la transmission totale, pure et dure. Et, et puis, il a une intelligence incroyable, ce garçon aussi. Je vais prendre le temps de nommer les gens parce que ces gens-là, on ne les voit pas souvent. On en voit beaucoup trop d'autres, mais pas ceux-là. Et alors que c'est ceux-là les plus intéressants pour moi, en tout cas. Et puis, c'est pas parce que je nomme pas d'autres personnes que ces personnes-là ne comptent pas à mes yeux. Hein. Pas nommer tout le monde. Non, si, on peut nommer tout le monde. Mais moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je te parle, moi, le Star Wars que j'ai fait, le live, j'étais très content de les avoir. J'étais honoré même. Je leur ai dit en privé, je leur ai dit en public, ils le savent. Mais là, voilà, donc c'est des choses qui. J'ai pas de souci avec ça et j'espère qu'ils le prendront. Je pense pas qu'ils le prendront mal, celles et ceux que j'aurais pas cités. Mais là, c'est vraiment les. Je dis pas que les gens que je cite sont les meilleurs. Je dis qu'il y a quelque chose qui me frappe. Voilà, ça me frappe. Et j'ai envie de continuer à les suivre. Merej est fascinant parce que c'est un bon comédien, Merej, sur plein d'aspects. Et c'est quelqu'un qui... Moi, quand je l'invite à des lives ou quand je vais sur des lives à lui, moi j'aime beaucoup parler de cinéma avec Merej. Il y a des moments où on va dans des situations vraiment incroyables. Mais c'est aussi quelqu'un qui, tu vois, il est un peu comme moi. C'est-à-dire que je pense pas qu'il a plusieurs facettes, il a plusieurs masques. Et c'est très bien parce que ça l'aide aussi à se préserver, c'est important ça. Et moi j'aime bien le Merej que j'ai en face de moi dans des lives. C'est passionnant. Voilà, et j'aime bien ça. Et puis c'est un grand seigneur et c'est quelqu'un de extrêmement généreux. Vraiment, hein, vraiment généreux. On n'a pas idée. Et rien que pour cela, je lui sois, je le reconnais éternellement. Les gros influenceurs, comme on dit, j'ai pas trop d'affinité avec eux. Ils sont intéressants, ils sont importants, mais dans la manière de questionner le cinéma, ils ne m'intéressent pas. Non pas que je me sens au-dessus d'eux, pas du tout. Non, mais ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Je pense que l'idée, là, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire Duranda, Le Fossoyeur, Karim Debache, il ne m'intéresse pas du tout. Va des rétro cinéma m'intéresse beaucoup. J'attends avec impatience sa vidéo. Parce que je sais que dans sa vidéo, il va y avoir de véritables questions sur le cinéma. C'est-à-dire des gens qui doutent. Et qui vont te balancer des théories. Pas des trucs surfaits, pas des trucs que tu vois ailleurs, à droite et à gauche, qui vont remonter. Non, des trucs qu'ils ont transpiré. Donc ces gens-là ne m'intéressent pas du tout, mais des gens comme Vadé Rétro Cinéma, ça m'intéresse. Vadé, il est incroyable. Oui.
Enfin, je t'ai Il y a... coupé hein, dans Non, ton... non, tu m'as pas coupé. Il y a aussi deux émissions de radio rennaises que j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour elles. Pas pour eux plutôt. Enfin, c'est Le cinéma est mort et En attendant Godard. Ah, c'est des gens, mais incroyables. Et puis, oh, je leur ai dit, enfin, je les connais pas très bien. Je les ai interviewés pour Fait Croquer et je les suis constamment et on est de la même génération, donc c'est-à-dire des vieillards de 45 ans, 50 ans, un truc comme ça, et ils se foutent dans la tronche tous ensemble, mais ils sont super pointus en matière de cinéma. Mais ils sont très très drôles. Il faut écouter les émissions, il faut écouter toutes les émissions, et il faut écouter aussi les émissions de fin d'année, parce qu'à un moment, il tutoie les anges, si tu vois ce que je veux dire. Donc, et en même temps, il faut parler de cinéma, c'est fascinant, c'est extraordinaire. C'est une brasserie chez eux. Et moi, j'adore les écouter. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment des gens qui questionnent tous les cinémas, qui ont une manière d'assumer leur subjectivité aussi de manière assez douce, finalement. Et ce qui sort de leur bouche, c'est pas de la merde, c'est vraiment des moments de grâce dans lesquels on sent qu'ils ont envie de partager quelque chose avec toi. Et ça, c'est très important. Le cinéma est mort et En attendant Godard, ils sont très, très fascinants. Et puis surtout, je les écoutais à une période de ma vie où je n'étais pas forcément très bien et ça m'a fait, pour le coup, ça m'a fait du bien. Donc, il y a eux. Euh, Il y a Megamax, mais Megamax, c'est différent. Megamax, c'est quelqu'un qui a réussi à fédérer beaucoup de visages, de voix qui, franchement, je les voyais pas, on se voyait pas ensemble, quoi. Et il a réussi à faire ça et il a du mérite. Et puis, c'est quelqu'un qui est foncièrement généreux, qui est très gentil, qui est généreux, qui est gentil, doux, qui a 50 milliards d'idées à la seconde, qui peut J'allais peut-être... te dire une énergie Oui, incroyable, quoi. j'ai peur d'oublier. J'ai peur d'oublier des gens parce que je m'étais préparé à ça. Et il y a le Rayon Vert qui est une revue de cinéma en ligne, une revue belge. J'avais fait un fait croquis avec eux. Ils sont extrêmement pointus dans leur manière de questionner le cinéma. Ce sont des articles fascinants. C'est pas une chaîne YouTube pour le coup, mais c'est pas grave. C'est très bien comme cela. Il y a Criticat qui est une superbe revue de cinéma qui en 20 ans sont sortis des plumes incroyables dans la critique de cinéma, comme Mathieu Macheret par exemple, qui est un mec extraordinaire, qui est une plume fascinante. Il y a il y a bien évidemment, ça j'ai pas besoin parce qu'ils n'ont pas besoin de moi pour ça, mais c'est quand même passionnant ce qu'ils font. Il y a la 7e Obsession et Sofilm qui sont deux revues de cinéma fascinantes, importantes. Euh, J'avais interviewé Axel Cadieux qui m'avait parlé de Michael Mann. Euh, Il y a un YouTuber qui est très intéressant, qui est dans son coin, qui fait tranquillement ses trucs, qui est toujours là. C'est le beau parleur du cinéma. Il est bien, lui. Il est très très bien, ce garçon. Il est dans son truc, dans son monde, hein, le cinéma, les cinémas d'Asie. Et il questionne ça, tire l'arigot, c'est fascinant. Il est dans son coin. Il n'emmerde personne, c'est très bien comme ça. Et le grimoire d'Arthur, il est très très bien celui-là. Ça a été une découverte récemment et j'ai fait un fait croquer avec lui. Vraiment, c'était très intéressant. Il y a le clap en folie, c'est deux dames, deux jeunes femmes, deux dames qui questionnent aussi le cinéma de manière très simple, sans élitisme, très humble. C'était passionnant de faire un fait croquer avec elles. Et je crois qu'elles n'ont pas encore tout dit. Elles ne sont pas très connues, mais il faudrait qu'elles le soient. Et elles n'ont pas tout dit encore. Le ciné-clem aussi. J'ai bien aimé le ciné-clem la dernière fois sur Star Wars. Il avait une approche assez particulière. Il y a Aurel Swag aussi et Wendy Pop Culture. Ce sont trois personnages assez particuliers que je suis. Écoute, après, tu en as quelques-uns effectivement que je regarde aussi, comme Mister Cult, par exemple, ou ouais, comme Mister Cult que je regarde aussi. Je regarde ses vidéos et tout.
Mais je crois avoir, pour l'instant, après, je connais pas tout le monde non plus. Eh ben, Samir, franchement, Easy Rider, cette émission, c'était vraiment un plaisir pour moi. C'était enfin pouvoir faire cette émission, comme je te l'avais dit, en tout cas, moi, ça me tenait à cœur parce que c'est en voyant tes émissions que j'ai eu un peu le déclic et je me suis dit, allez, on va faire des entretiens, on va se lancer. Et c'est aussi grâce aux conseils que tu m'as donnés parce que très rapidement, on est rentré en contact et avant que j'ai même une seule vidéo et tu étais déjà là pour me répondre à mes questions, à me dire que ma thématique était ultra intéressante, que tu étais disposé à faire un entretien avec moi alors qu'il n'y en avait pas. Enfin, donc, en tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est vraiment merci à toi. Et puis, très bonne continuation à Microciné. Et à bientôt. Oui, mais je te remercie aussi. Et je vois que tu continues d'explorer comme ça tous ces recoins, même s'ils sont un peu fumeux, mais tu es quand même là et tu lèves la tête et c'est très bien. C'est moi qui te remercie en tout cas de m'avoir accordé cet espace de détente et de réflexion. C'est très agréable de prendre le temps de discuter. Et puis, bon, il n'y a pas de point final. Hein. C'est juste quelques points de suspension et puis on va reprendre très vite une autre phrase. J'espère, j'imagine. C'est prévu. Allez, Samir. Salut Rodolphe. À la prochaine. Ciao. À très vite. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.